La présentation de l'ensemble des efforts annuels conjoints des services de la ville en matière de développement durable en seulement 20 minutes est un exercice périlleux, voire impossible. Aujourd'hui, je vais donc revenir sur quelques points précis, qui sont l'éco-exemplarité de la ville et du patrimoine communal, les politiques publiques à destination des Nantériens en matière de développement durable, et les perspectives stratégiques pour l'année 2020 dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage chaleureusement à lire le rapport développement durable qui vous a été remis en préparation de ce conseil et qui rentrera beaucoup plus dans le détail des sujets que je vais survoler aujourd'hui. Donc ce rapport il constitue une obligation réglementaire depuis 2010 pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants dans le cadre de la loi portant engagement national pour l'environnement. C'est un document qui recense toutes les actions sur le périmètre de la ville en lien avec les 5 finalités du développement durable. Le développement durable, je le rappelle, va bien au-delà de la transition écologique. Ces finalités, elles sont la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et des milieux et des ressources, l'épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations, et la transition vers une économie circulaire. Donc je vous propose de commencer par l'éco-exemplarité du patrimoine communal et par quelques chiffres qui sont issus de nos derniers BGS, donc BGS, bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un bilan qui est réalisé tous les 3 ans par un bureau d'études indépendant. Et vous voyez que sur les 8 dernières années, nos émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 34%, ce qui est conséquent. Et nos dépenses en fluide ont diminué de 7%, alors même que la surface en mètres carrés en bâti n'a fait qu'augmenter. Donc, de bons chiffres. Les raisons pour lesquelles on a ces bons chiffres, c'est que nous avons à Nanterre un niveau de performance élevé sur les constructions neuves, avec notamment le label Zéro Énergie, donc qui s'assure que l'énergie grise qui est utilisée pour le sourcing des matériaux, la construction des équipements et la fin de vie, elle va être compensée par l'énergie qui est générée par les équipements en eux-mêmes, notamment via les panneaux photovoltaïques. Donc, à Nanterre, nous avons 9 sites qui sont équipés de panneaux photovoltaïques. Nous finançons aussi les énergies renouvelables via l'achat des contrats d'électricité verte qui équipent tous nos sites. Et nous utilisons aussi des techniques innovantes de construction comme la terre crue de l'école Myriam Makeba, dont vous avez dû entendre parler. Donc le patrimoine communal, c'est bien, mais il n'y a pas que le patrimoine communal. Je vais vous parler également de l'éclairage public. Donc pour l'éclairage public, vous le savez, la ville de Nanterre a une trajectoire vers un parc à 100% équipé en LED. Cette part, elle a doublé entre 2015 et 2019, et elle a atteint 21,3% en 2019, ce qui a induit une baisse en moyenne de 18% de consommation par point lumineux. Au niveau de l'eau, même si l'exercice de l'évaluation du bilan en eau est parfois difficile avec des facteurs externes comme les sécheresses, nous avons tout de même une baisse de 32,7% entre 2015 et 2018. Et concernant, donc ça c'est pour les bâtiments, et concernant les arrosages et les espaces verts, nous avons une baisse de 47%, tandis que les coûts ont réduit de 66%. Donc c'est un bilan très satisfaisant. Et finalement, pour les déplacements, la ville s'est engagée à réduire les émissions liées au déplacement de ses agents, notamment en mettant en place l'indemnité kilométrique vélo, en prêtant des vélos sur une longue durée, donc 94 prêts ont été faits en 2019. Les agents ont réalisé plus de 3000 km à l'aide de la flotte de vélos à assistance électrique du pool de la ville. Et au niveau du parc des véhicules motorisés, nous avons remplacé 21 véhicules très polluants, donc les vignettes critères 4, 5 et au-delà, par 21 véhicules performants. Donc maintenant, je vais vous présenter des politiques publiques qui s'appliquent non plus au patrimoine communal et au service, mais vraiment aux Nantériens. Comme je vous disais en introduction, le développement durable, ce n'est pas uniquement la transition écologique. Donc je vais commencer par vous parler d'économie sociale et solidaire et d'insertion professionnelle. Sur ce volet, la ville consacre chaque année 1,5 million d'euros dans diverses actions pour faciliter l'accès à l'emploi. Nous avons 2 forums emploi par an. Nous avons la MEF, nous avons des actions de proximité dans les quartiers prioritaires et des dispositifs adaptés aux jeunes. Nous avons également des clauses d'insertion dans les projets en rue et dans les grands projets d'aménagement. À ce titre, le chantier EOL à lui seul a mobilisé 481 contrats de travail, soit plus de 300 000 heures d'insertion sur l'année 2018. Vous le voyez sur le graphique, je ne sais pas si vous le voyez très bien. En 2018, il y a eu plus d'heures d'insertion que le cumul de 2008 à 2013. Au total, en 10 ans, ce sont 751 équivalents temps plein d'insertion qui ont pu être réalisés.
En 2020, des actions de sensibilisation à l'ESS seront réalisées pour les plus jeunes dans les écoles et nous renforcerons le partenariat avec la Chambre régionale de l'ESS. En ce qui concerne la nature en ville et la végétalisation, la ville a entamé des grands travaux de perméabilisation, avec notamment les cours d'école comme l'école Myriam Makeba et le centre de loisirs des Bizis. 2 espaces verts structurants sur les terrasses de l'université et sur le mail Ambroise Croizat ont été livrés, amenant à 463 le total d'arbres plantés sur les 3 dernières années. La ville a par ailleurs une ambition très forte, avec un engagement programmatique de 5000 arbres sur la durée du mandat. Pour la mobilité, nous avons travaillé sur 2 axes ces dernières années. D'une part, la montée en puissance des transports doux, avec l'aménagement de presque 40 km de voirie pour faciliter la pratique cyclable depuis 2014, et l'accompagnement des Nantériens pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. D'autre part, la lutte contre les particules fines, avec la zone à faible émission, et l'abaissement des vitesses à 30 km/h sur certaines voies. En 2020, la subvention au VAE va évoluer, tandis que la ville lance les études pour la réalisation d'un grand plan vélo, et que la municipalité a nominé une élue en charge des mobilités douces. Je vous le disais tout à l'heure, le développement durable, c'est aussi l'épanouissement de tous les êtres humains, notamment dans leur logement. Nanterre s'engage également contre les passoires énergétiques, contre les logements indignes, contre les logements inadaptés dans le parc privé. 400 logements ont pu par exemple bénéficier d'un financement pour la rénovation énergétique et 160 logements de financement pour leur réhabilitation. Cette production de logements pour tous, elle permet également aux Nantériens d'accéder à des logements à prix encadré. Nous avons 894 logements qui ont été commercialisés à des prix inférieurs de 25 à 30% à ceux du marché depuis 2006. Nous avons également mis en place des clauses anti-spéculation sur certains projets. En 2020, de nouveaux logements seront livrés en accession encadrée et la ville va se lancer pour la première fois dans une opération en bail réel solidaire. Nanterre s'inscrit également pour la préservation des ressources en agissant sur les déchets. La ville a distribué 720 composteurs depuis 2014 et étendu les consignes de tri pour les emballages plastiques afin de réduire la masse d'ordures ménagères générée par les habitants. En 2018, cette masse a été réduite de 10 kg par habitant. Près de 50 ateliers ont été réalisés par les animateurs du tri dans les écoles et une expérimentation est menée pour collecter les biodéchets au groupe scolaire Jules Ferry depuis septembre dernier. Enfin, il faut noter que les incivilités en matière de déchets ont un coût élevé. En 2018, elles représentent plus de 800 000 €, soit 2400 tonnes. Il est donc de notre responsabilité de sensibiliser et d'éduquer tous les Nantériens au traitement raisonné des déchets. Les efforts de la ville en matière de gestion des espaces verts portent également leurs fruits. La surface des espaces verts est en constante augmentation. Sur ces espaces, nous mettons en place depuis plusieurs années des principes de gestion différenciés qui permettent de rationaliser les interventions et les coûts de maintenance. La ville est engagée depuis 2012 dans la mise en œuvre de plans verts de désherbage et n'utilise plus aucun produit chimique sur tous ces espaces depuis 2017, y compris les cimetières et les stades. En 2019, nous avons un site nantérien labellisé Éco-Jardin, le parc des Chenevreux, et nous avons touché plus de 30 000 € dans le cadre du contrat de bassin des plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. En 2020, nous espérons pouvoir décupler cette somme grâce à nos efforts. 6 projets pouvant être subventionnés pour un montant total d'aide proche des 500 000 € dans le cadre de ce même contrat. L'action de la ville pour la préservation des ressources naturelles se prolonge également sur le plan politique et juridique, au travers de 2 actions. La saisie du tribunal contre Total, pour respecter l'accord de Paris, et la mise en place d'arrêtés anti-pesticides sur le territoire. En octobre 2018, les maires de 12 communes et de toute région et de toutes les sensibilités politiques interpellaient publiquement le groupe Total sur ses responsabilités en matière de lutte contre le réchauffement climatique. En janvier dernier, ces maires et les 5 associations de défense de l'environnement qui les accompagnent dans leur démarche ont donc saisi la justice pour contraindre le groupe Total à modifier sa stratégie et à l'aligner avec l'accord de Paris et la trajectoire des 1,5 degrés. En 2017, le groupe Total déclarait un bénéfice net de 8,6 milliards $. Nanterre assume ses responsabilités en matière de transition énergétique depuis des années déjà, malgré les coûts budgétaires qu'elle a subis. Le principe du pollueur-payeur ne doit pas être appliqué uniquement à ceux qui en ont le moins les moyens. L'action est toujours en cours et la société est assignée devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En parallèle, la fin de l'année 2019 a été marquée par la décision en septembre du maire de Nanterre d'adopter un arrêté visant à interdire l'usage des pesticides sur l'ensemble du territoire de la ville. En décembre 2019, un collectif de maires anti-pesticides a été créé. Il regroupe aujourd'hui 113 villes, dont Nanterre, membre fondateur. Fin décembre, le tribunal administratif de Cergy rejette la demande du préfet d'annuler l'arrêté pour Nanterre. Victoire, mais de courte durée. Car en février 2020, la Cour d'appel de Versailles se prononce en faveur de l'annulation des arrêtés antipesticides de Nanterre et de 5 autres villes des Hauts-de-Seine, en estimant que cette décision ne relevait pas de la compétence des maires. En attendant un jugement de fond sur cet arrêté, Nanterre continue son travail au sein du collectif pour lutter contre ces produits qui pourraient donner lieu à une crise sanitaire au moins aussi grave que celle que nous connaissons aujourd'hui. Des recours devant le Conseil d'État ou encore les instances de l'Union européenne sont prévus dans les prochains mois. Après cet intermède politique, et avant de passer aux perspectives essentielles budgétaires, je me permets de souligner 3 autres volets de l'action de la ville. La lutte contre la précarité alimentaire. La ville contribue chaque année au financement de quelques 160 000 repas sur les 400 000 repas distribués par les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique et le Relais Bébé. La ville a également contribué en 2019 à l'ouverture de l'épicerie sociale et solidaire. En ce qui concerne la solidarité envers les femmes victimes de violences, un partenariat a été mis en place entre le commissariat et le CCAS pour la remise de bons taxis au commissariat pour que les femmes victimes puissent se rendre à l'hôpital de Garches et être examinées par une unité médico-judiciaire. Enfin, en matière de lutte contre la fracture numérique, la ville a candidaté à la métropole du Grand Paris afin de mettre en place le pass numérique. C'est un dispositif national qui permettrait aux bénéficiaires de financer une formation numérique auprès de structures agréées. Donc, je vais maintenant vous présenter les perspectives stratégiques essentielles qu'il faudra prendre en compte dans l'élaboration du budget. Tout d'abord, en ce qui concerne le patrimoine communal. La loi Elan nous impose des taux de réduction de la consommation énergétique d'ici à 2030. Cette obligation réglementaire se double d'une obligation politique. Car je vous rappelle que le programme sur lequel notre majorité a été élue fait état d'une baisse de 30% des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine communal sur le mandat. Il s'agit donc pour nous de construire une véritable feuille de route pour la ville. Ces objectifs étant d'autant plus difficiles à atteindre que la ville continue à construire de nouveaux équipements, comme au Gros par exemple. Ainsi qu'il s'agisse de rationalisation ou de rénovation, les premières estimations chiffrent un besoin de 14 millions d'euros par an pour mener à bien ce travail. En ce qui concerne la nature en ville, nous devons poursuivre nos activités. Le programme de perméabilisation des sols, qu'il s'agisse des cours d'école, des terrains de sport ou des voiries, représente un investissement annuel de l'ordre de 443 500 euros en 2020 et de plus de 3 millions d'euros sur 5 ans. Mais nous devons également aller plus loin avec nos nouvelles ambitions. La plantation de 5 000 arbres supplémentaires sur les 6 prochaines années représente un investissement annuel important. L'implantation d'activités d'agriculture urbaine pose la question de la disponibilité du foncier et de sa compatibilité avec les activités agricoles. Tout ceci nécessite un diagnostic portant sur les projets existants, ainsi que la capacité du territoire communal à les accueillir. Et ce diagnostic permettra d'avoir une évaluation financière. Le développement durable a également à cœur de protéger la santé des habitants. Après la signature d'une charte en mai 2019, la ville doit continuer de sensibiliser et lutter contre l'omniprésence des perturbateurs endocriniens et des produits phytosanitaires. Cela nécessite des engagements sur plusieurs axes, dont certains aux impacts financiers importants. La gestion différenciée des espaces verts et l'utilisation de produits biosourcés en lieu et place des produits phytosanitaires, le remplacement des contenants plastiques et l'augmentation des produits bio et ou labellisés dans la restauration collective. Enfin, la ville doit continuer ses démarches dans le domaine de l'accessibilité d'ici 2025, de la lutte contre la fracture numérique et la création de la Maison des Femmes, un des engagements phares de la nouvelle équipe municipale dont je crois qu'on va parler plus tard. Pour conclure, et en vertu du contexte sanitaire, il convient de rester très attentif à la situation que nous traversons. Elle met au jour des fragilités de notre système. Parmi les premiers enseignements, nous retenons un besoin de renforcer le soutien aux populations les plus vulnérables, l'accès aux soins, l'aide alimentaire, le partage de repas aux seniors, et surtout la nécessité d'engager un travail sur le court, moyen et long terme afin d'évaluer plus largement l'impact de cette crise sur l'emploi,
sur le bien-être mental, la scolarité, l'accès aux loisirs et l'aggravation de la fracture sociale. D'autre part, sur une note plus positive, le confinement a également permis d'entrevoir d'autres mobilités, au service d'un air plus pur. La ville doit poursuivre son travail sur les mobilités douces, avec la création d'un schéma directeur cyclable et la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment dans la mise en place de la zone à faible émission. Je vous remercie. Le rapport sur la situation de Nanterre en matière de développement durable est vraiment encourageant et je tiens à féliciter et les élus de la majorité sortante et le personnel municipal pour le travail qui a été accompli. Si on peut citer deux exemples que nous trouvons particulièrement réussis, nous pouvons penser à la réduction d'émissions de la flotte automobile et des consommations électriques qui sont remarquables, tout comme la poursuite de la réduction de l'empreinte carbone. Alors n'oublions pas que plusieurs lois nationales votées par l'actuelle majorité parlementaire, dont la loi Elan, ça a été dit, ont contribué à fixer ces objectifs de développement durable. Il y a un élément toutefois que je souhaite clarifier. Il a été fait mention de l'arrêté anti-glyphosate que vous avez pris le 1er septembre 2019. En réalité, cet arrêté arrive peut-être un peu tard, puisque en France, depuis le 1er janvier 2017, le glyphosate est interdit dans les lieux publics et dans les espaces verts, à l'exception, il est vrai, de certains usages professionnels, dont l'agriculture est encore à titre dérogatoire. Afin de s'assurer de l'absence de glyphosate dans notre commune, je propose d'agir et que la mairie de Nanterre puisse réfléchir à deux mesures qui cette fois-ci relèveraient bien de sa compétence. D'abord, pourquoi ne pas s'assurer, par exemple, que la farine utilisée pour fabriquer le pain des cantines à Nanterre ait bien été produite sans glyphosate? Donc pourquoi ne pas mettre en place une charte d'achat qui bannirait l'usage des produits agricoles qui contiendraient du glyphosate? Et la deuxième mesure, je propose, comme ça a été proposé dans plusieurs programmes municipaux lors de la campagne électorale, de passer le plus vite possible, et pourquoi pas dès à présent, à des repas 100% bio dans les cantines, ce qui permettrait de s'assurer de l'absence totale de glyphosate. Moi je rejoins ce qui a été dit, nous rejoignons ce qui a été dit, le développement durable est une réponse, est une nécessité et une réponse aussi à la crise pour les populations les plus vulnérables, mais aussi pour toutes les populations. Et nous souhaitons, nous vous faisons part de notre volonté de contribuer à faire de Nanterre une ville durable. Je vous remercie. Chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier notre collègue Servan pour cette présentation très claire, ainsi que l'ensemble des services qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport. La richesse de ces informations prouve les avancées significatives effectuées en faveur de la lutte contre le changement climatique, contre les risques sanitaires et en faveur de la préservation des ressources naturelles et de l'inclusion pour tous. Ces progrès ont été accomplis grâce à l'énergie déployée, notamment durant ces 6 dernières années, par les services sous la houlette d'élus engagés et mobilisés. Je veux en profiter ici pour rendre hommage, au nom de notre groupe, à l'engagement de notre camarade et ex-collègue Jean-Paul Siret, qui a été une des chevilles ouvrières durant un précédent mandat et qui s'est particulièrement investi dans l'élaboration du schéma d'orientation immobilière. Parmi l'ensemble de ces actions, notre groupe a été à l'initiative de la signature de la lutte contre les perturbateurs endocriniens et nous avons soutenu fortement la mise en place de la ZFE, zone à faible émission sur le territoire. Et enfin, comme l'a dit tantôt Servan, les mesures en faveur du retour à l'emploi des plus éloignés et l'expression de la solidarité avec l'ouverture de l'épicerie sociale solidaire ont été des marqueurs forts de ce que nous avons défendu ces 6 dernières années. Ce bilan encourageant nous oblige donc à poursuivre nos efforts avec la même énergie et la même détermination, car face aux crises écologiques, sanitaires et économiques que nous traversons, nous devons répondre par une politique volontariste. Je vous remercie. L'arrêté que j'ai pris contre l'usage du glyphosate, des pesticides, n'est pas inutile à Nanterre même, puisqu'en réalité, on a découvert, avec l'ensemble des maires des autres villes, qu'il y a des trous dans la raquette. Et que donc, par exemple, sur un territoire comme celui de Nanterre, la SNCF, comme les RATP, utilisent du glyphosate pour désherber les voies de chemin de fer.
qui, comme vous le savez, dans notre ville, sont situés à quelques encablures des habitations. Pour ceux qui habitent du secteur du Vieux-Pont, du Bois-Joli, évidemment, le bois. Deuxième chose, nous avons aussi également découvert à cette occasion que si, évidemment, la ville, le département, la région n'utilisaient plus de glyphosate pour ce qui est de l'entretien des espaces verts, par exemple, des copropriétés privées peuvent très bien avoir recours à une entreprise privée qui entretient les espaces verts et qui utilise du glyphosate. D'ailleurs, pour ne pas être que dans la démarche juridique, nous avons réuni, à l'époque avec Jean-Paul Siret, nous avons réuni un certain nombre de syndics et de présidents du conseil de copropriété pour faire le point sur ce sujet avec la plupart des gens qui découvraient que, en réalité, l'entreprise avec laquelle ils travaillaient pouvait très très bien utiliser le glyphosate régulièrement pour leurs espaces verts de leurs immeubles. Donc, l'une des raisons, y compris de cet arrêté, est utile parce que la législation, il y a des trous dans la législation et donc il faut une législation beaucoup plus contraignante de la part de l'État et beaucoup plus précise pour, y compris en zone urbaine, pouvoir faire en sorte qu'on n'utilise plus du tout ça. Sur ce.